Merci Thomas. Est-ce que le micro, comme ça joue? C'est très bien. Donc effectivement, je vais un peu prendre un pas de recul par rapport à toute la journée parce qu'on a parlé des addictions. Ici, ça devrait peut-être plutôt s'appeler quoi de neuf dans les consommations. Parce qu'au final, on l'a dit, une majorité, même une large majorité des consommations ne sont pas problématiques. Il y a des gens dans l'histoire humaine qui ont consommé de tout temps. Dans la Bible, on retrouve même le cannabis, le cannabis qui a été consommé. Si je pose la question ici à la salle, qui n'a pas consommé de substances psychoactives aujourd'hui? Antidépresseurs, caféine, nicotine, alcool. Je pense qu'il y a vraiment très peu de gens qui vont lever la main. Ça fait partie de notre histoire humaine et peut-être qu'il faut aussi voir certaines consommations comme des consommations qui nous donnent des ressources à notre quotidienneté. Toute la question est de savoir comment réduire les risques quand on consomme. On l'a vu juste maintenant, consommer au travail, peut-être pas bonne idée dans certains cas. Particulièrement ici, du coup, quoi de neuf sur les consommations du cannabis. Parce que pour réduire les risques, je pense qu'il faut quand même qu'on se donne des règles sociétales sur comment on fait pour limiter les risques dans nos différentes consommations. Et c'est ce qu'on est en train de faire en Suisse avec le cannabis. Il y a un tiers de la population suisse, comme ça a été dit avant, qui a déjà consommé dans sa vie du cannabis. Donc de nouveau, regardez votre voisin, votre voisine. Une des deux personnes, statistiquement, a déjà consommé du cannabis. C'est 4% qui en consomment tous les mois. Et donc, il faut réguler cela parce qu'on sait que la prohibition, l'interdiction, et ça fait quelques années maintenant que je travaille dans le domaine des addictions, c'est la première chose que j'ai entendue, c'est la prohibition, ça ne marche pas. Et on le dit, la prohibition, ça ne marche pas du côté de l'offre, du côté des vendeurs. Ça crée du crime organisé, ça crée des mafias. Ceux qui se font de l'argent en vous vendant du cannabis font du trafic d'êtres humains également. Ça fait perdre de l'argent à l'État, des impôts qui pourraient être mis dans l'intervention précoce, par exemple. On a entendu avant des coupes budgétaires de la Confédération. Et puis, ça crée plein de problèmes aussi du côté de la demande, du côté du consommateur, des consommatrices. C'est-à-dire qu'on consomme de manière cachée, on n'ose pas parler de nos consommations. Donc, on doit inventer un concept qui s'appelle l'intervention précoce pour essayer de voir quand il y a des problèmes, si des problèmes il y a. Ça crée des situations de vulnérabilité, justement, de consommer de manière cachée. Et c'est aussi simplement liberticide. Pourquoi est-ce qu'on a le droit de consommer de l'alcool à la foire du Valais et pas de fumer un joint en sortant de la journée aujourd'hui? Et donc, des personnes qui ont beaucoup travaillé sur le sujet, comme notre ancienne conseillère fédérale Ruth Dreyfus, qui était aussi présidente de la Global Commission, dit qu'il faut franchir le pas de la régulation du marché des drogues. Elle parle de toutes les drogues. Et donc, je crois qu'en Suisse, on entend souvent ce moment historique, je crois qu'on est dans un moment historique, parce qu'on y est. Ça fait des années que j'entends « il faut réguler, il faut réguler, il faut réguler ». On est en train de réguler le marché du cannabis. On va voir si ça passe, il y aura probablement une votation populaire là-dessus, mais il faut réguler. Et réguler, en fait, c'est légaliser une substance, mais ce n'est pas faire n'importe quoi, c'est trouver une balance entre notre liberté de consommer et réduire les risques de ces consommations. De nouveau, on ne veut pas que les gens puissent faire n'importe quoi. Et donc, c'est ce fameux schéma, ce sourire, où on voit les marchés noirs non régulés, ça crée en fait la courbe verticale, c'est les risques, les coûts sociaux et sanitaires. Si c'est interdit, il y a beaucoup de coûts sociaux et sanitaires, ça crée les problèmes que j'ai dit. Mais si c'est totalement légal et non régulé, il y a aussi des problèmes. En Suisse, on le voit, c'est un schéma de la Confédération, au niveau de l'alcool et du tabac, on est plutôt trop ici. Quand on rentre chez Denner et qu'on a des montagnes d'alcool devant nous, quand on trouve tout d'un coup des dizaines de puffs dans les kiosques, on est plutôt de ce côté de la régulation. Et donc, au niveau de la réduction des risques, pas du tout optimal. Et donc,
en Suisse, on a une longue histoire de la volonté de réguler le marché du cannabis. Ce qui nous dit aussi, et vous verrez dans le petit historique que je vais faire, qu'il ne faut pas baisser les bras. C'est long, mais on y arrive. On part d'une zone grise. Hein. Là, c'est un rapport de la Confédération qui dit que dans les années 90, en Suisse, il y avait 135 magasins de chanvre qui vendaient, et ça vous le connaissez bien en Valais avec un certain monsieur Rappa, des coussins odorants pour les personnes asthmatiques. Et donc, on achetait ces coussins, qu'on prenait un cutter, on l'ouvrait et puis on fumait ce qu'il y avait à l'intérieur, quoi. Et donc, il y avait cette zone grise. Hein. Il y avait plus de 135 magasins. On voit 36 à Zurich. Je sais que Bienne aussi était une ville très connue pour ça, où on pouvait aller acheter son cannabis. Et ça ne causait pas grand problème de santé publique. Mais dans les années 60, aux États-Unis, il y a le président Nixon qui déclare la guerre aux drogues, the war on drugs, pour toutes sortes de raisons. En fait, il n'attaque pas les drogues, il attaque des populations qui consomment ces drogues. Et la Suisse, alors en général, on n'aime pas tellement suivre les politiques internationales, mais là, on a suivi très vite. On a rapidement intégré cette guerre aux drogues dans notre loi des stupéfiants de l'époque. On a fait une modification en 1975. Bon, le cannabis était déjà un peu interdit avant, mais voilà, à ce moment-là, le cannabis est prohibé et on voit dans les statistiques une augmentation massive des consommations, je perds le mot, des arrestations pénales en fait, des personnes qui consomment du cannabis. Et très rapidement, ça vient du terrain, ça vient de vous, ça vient des villes, parce que l'interdiction vient de l'international, du national, et les problèmes, en fait, ils sont visibles sur le terrain et beaucoup dans les villes. Et donc très rapidement, les villes disent « mais il faut faire quelque chose, c'est pas possible ». Cette interdiction, alors qu'on avait des magasins de coussins odorants, etc., il faut réguler cette substance. Et donc, il y a un élan très vite qui va se jouer des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai dit, ça prend 20 ans. Avec les premières initiatives à la suite du Platzspitz et les scènes ouvertes, il y a des initiatives en Suisse qui confirment cette politique des 4 piliers, cette politique de la réduction des risques, et qui donnent un élan au Conseil fédéral pour réguler le cannabis. Et donc, dans les années 2000, en 2001 pour être plus précis, le Conseil fédéral propose un projet d'acte pour légaliser le cannabis, déjà en 2001. Et c'est à ce moment-là, je crois, si mes informations sont exactes, pour replacer un peu le concept, que l'intervention précoce est pour la première fois conceptualisée. Parce qu'on se dit, on va légaliser le cannabis, mais il faudrait quand même qu'on fasse quelque chose pour les jeunes pour que politiquement ça passe. On va donc créer l'intervention précoce. Et puis comme ça, on dira, vous voyez, il n'y a pas de souci, il y aura du cannabis légal, mais on va s'occuper des jeunes problématiques. Et donc on voit comment pendant 20 ans, l'intervention précoce a pris une ampleur et est devenu un réel concept. On en a discuté aujourd'hui, mais à la base, c'était, j'aime bien faire la genèse des politiques publiques, c'était pour répondre un peu à un besoin politique. En 2001, en 2003, qui est arrivé au Conseil fédéral? Christophe Blocher, qui a totalement torpillé cette légalisation. Il a repris le département fédéral de l'Intérieur et donc il a, avec son parti, fait supprimer cette volonté du Conseil fédéral de légaliser. En 2004, le Parlement refuse ce projet d'acte et donc retour à la case départ, la voie régulation par le Conseil fédéral, ça ne marche pas. Du coup, notre ami Rappa, on le retrouve et ses amis font une initiative populaire fédérale. Ils se disent allez, c'est peut-être la voie qu'il faut utiliser. Le problème, c'est qu'aller à Infrarouge défendre la légalisation du cannabis avec les cheveux rouges, les yeux rouges et un mulet, pour la population suisse, ça ne marche pas tellement, quoi. Donc l'initiative est balayée par le peuple, 2008. La voie populaire, ça ne marche pas. Pourtant, le problème est encore là. Et les villes voient de plus en plus de problèmes liés à la prohibition du cannabis. Et donc, elles commencent, dès 2010-2012, à Berne, la voie des essais pilotes. On se dit, on va être suisse, on va d'abord faire des essais pilotes
sur une petite population, dans des villes, et puis on va tester, et puis en fait on sait que ça va marcher, et puis ensuite quand on pourra montrer que ça marchera, eh ben, on aura un pied dans la porte et la population, voilà. Sauf que l'OFSP et le Conseil fédéral de l'époque fait un refus en fait au niveau de la loi sur les stupéfiants. Les villes veulent se baser sur l'article 8, alinéa 5, bref, des questions juridiques. Ils disent non, non, il faut un réel article pour mettre en place des projets pilotes. Et donc ça retarde de 2012. Le Conseil fédéral refuse à la ville de Berne de mettre en place un projet pilote. Ça retarde en 2018, 2019. Il faut un nouvel article. En 2020, l'ordonnance du Conseil fédéral qui fait 800 pages, les villes se disent aïe aïe aïe, mais on ne va jamais réussir. Et donc, les projets pilotes, on a les premiers projets pilotes en 2023, j'y reviendrai, qui sont mis en place. Mais en fait, entre-temps, les villes et les acteurs se disent mais ça va, les projets pilotes, en fait, ça ne va pas aller assez vite. Il faut qu'on reprenne la voie politique. Et c'est ce dont je vais vous parler maintenant aussi, lié au CBD qui arrive. Il y a le marché du CBD qui explose en Suisse à ce moment. Et il y a une initiative parlementaire, de nouveau, de Heinz Siegenthaler qui est déposée. J'y reviendrai. Donc double processus, je vais préciser après ce double processus en Suisse, vers la régulation, à la fois les projets pilotes et à la fois un projet de loi de Siegenthaler qui est déposé. Donc on voit, c'est long. Tout ceci est aussi accompagné d'un processus de dépénalisation. Donc avant 2013, avec la loi sur les stupéfiants, l'usage, la consommation de cannabis était un acte pénal. Le Parlement en 2013 décide que ça devient une amende d'ordre si on consomme du cannabis en dessous d'une petite quantité. Et donc on a des amendes d'ordre de 100 francs si on est pris à consommer du cannabis, alors qu'avant on avait un casier. Et en 2023, donc très très récemment, le tribunal fédéral a même fait un arrêté qui dit qu'on a le droit d'avoir sur nous 10 grammes de cannabis et la police ne peut pas nous le confisquer. Donc comme souvent, il y a une personne qui s'est fait arrêter avec 10 grammes de cannabis, elle a fait recours jusqu'au tribunal fédéral et le tribunal fédéral juge que la sacro-sainte propriété, le cannabis c'est notre propriété, pour que l'État viole cette propriété, il faut qu'il y ait un danger pour la société et le tribunal fédéral a dit que voilà, 10 grammes de cannabis ou moins sur soi, ce n'était pas possible de pénaliser. Par contre, si on prend ces 10 grammes, qu'on en fait un joint et qu'on le fume, là on a une amende d'ordre. Également le cannabis médical qui a avancé, donc on voit qu'il y a un processus en Suisse quand même qui avance. Avant 2022, les médecins qui voulaient prescrire du cannabis médical devaient faire une demande à la Confédération, passer sur un processus très long. À partir de 2022, ils peuvent le faire par une simple ordonnance. On a enfin considéré que les médecins savaient ce qu'ils faisaient et pouvaient, comme tous les autres médicaments ou substances psychoactives, le prescrire, quoi. Donc là, ils peuvent faire une ordonnance. Le problème, c'est que les médicaments, le Sativex ou l'Epidiolex, coûtent des centaines de francs. Et donc, quand un médecin prescrit du cannabis à son patient, le patient va faire quoi? Il va tout de suite aller dans la rue, acheter son gramme à 10 francs au lieu de payer 200 francs pour un spray qui fait le même effet. Et donc, il y a aussi une large avancée au niveau international. Avec un gros mouvement depuis les années 2010, notamment l'Uruguay, le Canada, les États-Unis, en Europe aussi, qui sont un peu des mouvements soit de libéralisation, donc plutôt le côté là du sourire que je vous ai montré, soit de flexibilisation. On croit toujours qu'en Hollande, le cannabis est légal, mais ce n'est pas vrai. Il n'est pas légalement légal, mais il y a une sorte de flexibilité des autorités qui disent voilà, on laisse un peu faire. Et donc vraiment, je pense que le pays, le Canada et le Québec, qui ont véritablement un processus de régulation, la Suisse suit ça. Et donc c'est vraiment, on est en train de vraiment créer une loi, d'écrire une loi qui n'est pas juste une flexibilisation, mais qui est aussi un processus de régulation. Donc double processus, projet pilote, loi cannabis. Revenons d'abord sur les projets pilotes.
Donc voilà l'article de loi qui a dû être en 2018 ajouté pour autoriser les villes à faire des essais pilotes. Donc voilà, il dit que les essais pilotes doivent être limités dans l'espace pour faire des recherches. Je vous passe ça. Il y en a actuellement 7 en Suisse, avec un peu une différence de manière de faire entre le côté alémanique et le côté roman. Le modèle roman est plutôt un modèle de distribution par des magasins spécialisés. Donc c'est un producteur qui produit le cannabis avec des agriculteurs vaudois et genevois. Et puis ensuite, les magasins Canel à Lausanne, Change à Genève, ce ne sont pas des vendeurs qui sont là pour faire du profit, mais c'est des vendeurs qui sont là pour donner le cannabis aux personnes qui souhaitent le consommer, et puis donner des conseils de réduction des risques, donner des moyens de consommer à moindre risque, etc. Les modèles suisses alémaniques sont plus basés sur un modèle plus lucratif, notamment via des distributions par pharmacie. Et puis également cet exemple à Bâle-Campagne qui est assez drôle, c'est-à-dire que le producteur qui fait le cannabis pour le projet pilote de Bâle-Campagne, c'est Sanity Group, qui est en fait un groupe allemand de production du cannabis, dont les actionnaires majoritaires sont British American Tobacco et Snoop Dogg. Donc on voit que le but, c'est pas forcément la santé publique, mais c'est d'infiltrer un marché suisse peut-être bientôt légalisé pour ensuite nous vendre plein de cannabis allemand et faire plein d'argent à l'industrie du tabac et à Snoop Dogg. Bon, voilà, ça, j'y vais très très rapidement. Les différents modèles de régulation et de distribution, justement, je l'ai dit, il y a un marché commercial, plutôt cet exemple bâlois. Il y a un modèle non lucratif de distribution réglementée. Donc ça, c'est plutôt le modèle Canel et Change à Genève, avoir des magasins spécialisés. Et puis ensuite, il y a l'auto-approvisionnement. Donc soit on produit chez nous des plantes, soit un modèle qui est mis en place en Uruguay et qui est aussi testé à Zurich d'association. C'est de dire, en fait, ce qui pose aussi problème dans la distribution, c'est le côté lucratif. Parce que c'est normal, une entreprise veut vendre, veut avoir plus de clients. Sauf que quand on vend des drogues, avoir plus de clients, ça veut dire avoir plus de consommation, potentiellement plus de risques, plus de consommation problématique. Donc si on enlève ce côté lucratif à la vente, ça peut en partie régler ces problèmes. Et un des modèles non lucratifs, c'est le Cannabis Social Club, c'est de se mettre en association et de se dire, OK, on se met les 10 là, et puis on a besoin de combien de plantes 3 ça nous ira. On demande à qui de le produire, moi je le produis, et puis on se met en association pour décider de produire entre nous. C'est un modèle assez élitiste, parce qu'il faut du temps, il faut savoir comment va une association, etc. Donc voilà, le modèle roman, c'est plutôt petit producteur local, une collaboration étroite avec les acteurs externes, des prestations données aux consommateurs qui viennent. Et puis là, on voit en haut le magasin à Lausanne, Canel, et puis en bas les packaging de la cannabinothèque et de Canel qui ont derrière des messages de réduction des risques, un QR code pour avoir de l'aide si besoin, etc. Et puis là, on a plutôt le modèle commercial, donc comme je vous l'ai déjà dit, avec les producteurs qui sont Pure, Sanity Group, des modèles suisses-allemands, qui font de la pub sur LinkedIn pour leurs produits, alors que dans l'ordonnance sur les essais pilotes, c'est interdit de faire de la publicité, mais eux, ils le font quand même. Ils participent à Intertabac, qui est le consortium international du tabac, etc. Donc voilà, on voit que c'est un modèle où ils essayent de faire du business avec cela. Quelle suite pour les projets pilotes? On peut se dire, vu que je vais vous le montrer maintenant, on va avoir une loi de régulation. On ne sait pas trop. Les résultats des projets pilotes devraient arriver probablement après le processus de validation de la loi. Donc on va plutôt se baser sur des résultats intermédiaires de ces essais que des résultats finaux. Et puis si la loi est rejetée, on ne sait pas trop si ces projets pilotes vont rester, s'ils sont une sorte de plan B.
Voilà, donc on attend un peu de voir. Le Conseil fédéral le dit aussi, mais il dit voilà, qu'il faut attendre au moins 3 ans afin de disposer vraiment des connaissances sur ces essais, et puis également qu'on a suffisamment d'exemples internationaux de régulation pour faire une loi en Suisse, la LCAN, qui va peut-être vous être proposée au vote prochainement. Donc le texte déposé par Heinz Siegenthaler, c'est pas pour rien que c'est Heinz Siegenthaler, c'est un paysan du centre, donc il a déposé ça en disant mais en fait il faut aussi que le cannabis revienne aux agriculteurs suisses et que les agriculteurs suisses qui ont peut-être des problèmes financiers puissent se faire un peu d'argent en produisant du cannabis. Et donc bon, je vous épargne son texte déposé, hein, pour aller un peu plus loin et puis pour vous dire le processus. Donc le texte déposé très large qui dit il faut une régulation qui fasse attention à la santé publique, qui protège les jeunes et qui soit plus ou moins basée sur les mêmes méthodes que la loi sur l'alcool pour voilà, faire de la réduction des risques, de la prévention. Et donc c'est la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national qui a pris en main cette initiative et qui a écouté pendant toute l'année 2022 et 2023 des experts de différents pays pour écrire la loi. La commission, c'est 9 personnes, donc c'est un petit groupe de parlementaires qui s'est mis ensemble pour rédiger la loi. Et puis, on en est là, ils ont présenté cette loi en commission plénière, donc là c'est 25 personnes. Et puis on va enfin, en août 2025, connaître vraiment la loi et tous les articles. Je pense qu'il y a peut-être plus d'une centaine d'articles. Pour l'instant, cette loi est confidentielle. Et il y aura un processus de consultation. Et là, vous intervenez, puisque vos institutions ont le droit de répondre à cette consultation. Donc vous pourrez voir avec vos hiérarchies respectives, lire la loi et puis vous dire « Ah, ça c'est une bonne idée dans le cadre de la protection des personnes avec qui je travaille, ça c'est pas une bonne idée, etc. » Et puis tous les acteurs sont voilà, dans le processus de consultation amenés à répondre. Il y aura une consultation du Conseil fédéral, une présentation de la loi au Parlement et ça sera probablement en 2026-2027, suivant le processus, comment il avance. Et si les 2 chambres du Parlement suisse acceptent, théoriquement, la loi est acceptée. Sauf qu'en Suisse, on a la démocratie directe. Et on ne peut pas le dire évidemment encore à 100%, mais il est très 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 probable qu'il y ait un référendum, notamment de l'UDC et des milieux Jeunesse anti-drogue, donc qui était tout un groupe de personnes qui étaient contre la politique des 4 piliers puis qui sont encore un peu actifs. Et donc c'est assez probable qu'ils vont déposer un référendum et qu'on va devoir voter. On ne sait pas trop encore quand, il y a les élections fédérales en 2027 entre-temps, etc. Mais probablement, votation. Est-ce que la population suisse va accepter? On le verra. Pour finir en 2 minutes, que dit cette loi? Donc, je vous ai dit, la loi est confidentielle, mais la Commission a quand même communiqué. Donc, vous trouvez ça sur le site du Parlement. Et les points que je vous dis, c'est juste les points que la Commission a communiqués. Donc, c'est que le cannabis reste tout de même considéré comme un stupéfiant. Pourquoi? Parce que ça permet de limiter certaines libertés économiques, notamment d'interdire la publicité. En Suisse, pour interdire la publicité, quand on vend un produit, voilà, il faut une base légale, une raison. Et là, le fait de dire que c'est quand même un stupéfiant dangereux, ça interdit la publicité. Pour les mineurs, dès que je parle de la régulation du cannabis, on me dit « Ah, mon Dieu, les mineurs, ça va changer, etc. » En fait, non. Pour les mineurs, ça ne va rien changer. Au niveau légal, ça restera interdit jusqu'à 18 ans. Donc c'est comme maintenant. Le seul gain qu'on aura, c'est qu'on pourra parler plus librement aux mineurs de cannabis. D'ailleurs, au GREA, on a déjà mis en place une formation le 12 juin prochain. Vous pouvez trouver sur notre Internet avec des partenaires qui ont développé une méthode pour parler de cannabis aux jeunes dans ce monde peut-être où le cannabis sera probablement régulé.
Et on voit notamment au Québec, hein, les statistiques de consommation montrent que la consommation de la population augmente un petit peu, mais que dans les classes 15, 19, 23 ans, ça diminue. Donc en fait, voilà, on ne sait pas encore exactement pourquoi, on peut faire plusieurs hypothèses, mais le fait de pouvoir en parler probablement librement, d'avoir de l'argent des ventes pour faire plus de prévention, fait qu'en fait, il y a moins de problèmes. Les gens disent « Ah, mais les jeunes vont voir des gens fumer, etc. » Je leur réponds « Mais bon, qui est la personne qui vous a introduit à la consommation d'alcool ?» C'est majoritairement les parents. Et est-ce que c'est un problème ? Peut-être oui, peut-être non, parce qu'ils nous apprennent à comment bien consommer, quels sont les risques, etc. Le cannabis médical, c'est toujours régi par la LSTUP, et les dispositions sur où est-ce qu'on peut fumer, ça sera exactement les mêmes que la loi sur le tabac. Donc, interdiction du tabagisme passif. La possession dans l'espace public, il y aura une quantité minimale définie. Un principe très important par rapport à ce que je vous disais avant sur le côté lucratif, non lucratif, c'est un concept un peu barbare, c'est l'interdiction de l'intégration verticale qui fait que les personnes qui produisent du cannabis ne pourront pas être les personnes qui vendent. Et donc cette séparation, elle est très importante parce que ceux qui produisent peuvent se faire du bénéfice en vendant, mais à des distributeurs. Et ces distributeurs, justement, ils seront agréés par les cantons, ils auront des concessions par les cantons et donc ils devront respecter justement des règles de prévention, de réduction des risques. Ils ne seront pas là à vendre à tout prix, mais ça sera des magasins de distribution, comme au Québec, le plus discret possible, le plus loin des écoles possible, etc. Interdiction de la publicité, je vous ai dit. Une taxe incitative sur les ventes, une taxe de surveillance pour que tout le travail fait pour la mise en œuvre de cette loi, notamment par les cantons, soit financé par les ventes. Et puis, comme je vous l'ai dit, un modèle de vente qui est le suivant. L'autoproduction sera autorisée, je crois jusqu'à 3 plantes par personne ou par habitat. Ça, il faudra voir dans les détails de la loi. Je ne crois pas que c'est encore précisé dans la communication. Une production qui peut être lucrative et puis une vente soumise à un monopole étatique. Également la vente en ligne autorisée. Alors ça fait très peur, très vite, mais ça sera une vente en ligne avec un seul site géré par la Confédération. Donc le Parlement s'est dit mieux vaut prendre maintenant cette régulation plutôt que de laisser ça et laisser au marché noir le fait de gérer la vente en ligne. Et donc voilà où on en est. Je ne peux pas vous prédire la suite, mais je vous encourage à vous tenir informés, notamment grâce à notre newsletter. Vous pouvez vous inscrire sur le site du GREA et puis on fait des news assez régulières sur l'avancement de la régulation. Je pense évidemment qu'on mettra, quand il y aura le processus de consultation, on proposera un modèle peut-être de réponse, on mettra si le Parlement l'accepte, et puis également toutes les formations à propos du cannabis. Je vous en ai parlé d'une. Mais je pense que voilà, si on vient dans un monde où le cannabis devient légalisé, on va devoir gérer notre manière appréhender les consommations du cannabis de manière différente et apprendre à le faire. Voilà. Merci beaucoup Maxime, très très intéressant, très synthétique. T'es passé vite sur certains trucs, mais t'as respecté le timing. Merci. On a du temps pour une ou deux questions, je sais pas si... Ouais. Yael, tu peux passer un micro. Je ne sais pas, Maxime, si tu vas pouvoir répondre, mais c'est dans le cadre de cette journée où on parle de l'intervention précoce. Et moi, j'ai eu affaire à une école qui m'a dit « Mais comment on fait maintenant en termes de détection précoce, intervention précoce, quand les jeunes, ils fument du CBD ?» Et ils ne savent plus, en fait, ce qu'ils doivent faire. Et justement, là, on parlait de rôle et responsabilité. Et puis là, ils se disent
finalement, ils se désinvestissent un petit peu en termes de consommation de cannabis parce qu'ils ne peuvent plus faire cette différence. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu peux en dire là-dessus? Mais je me base sur ce que j'ai entendu aujourd'hui, mais j'ai l'impression que ce qui a été dit, c'est que repérer la substance, ce n'est pas forcément la bonne chose à repérer. C'est repérer la situation de vulnérabilité. Donc en fait, que le jeune, comme je l'ai dit, il y a un tiers de la population qui a consommé du cannabis dans sa vie, et la plupart de la consommation, c'est entre 15 et 19 ans. Donc en fait, il y a probablement énormément de gens dans cette salle qui ont consommé du cannabis avec THC pendant l'école. Est-ce que c'était un problème? Non, si vous êtes là, probablement pas. Je ne sais rien, mais voilà, peut-être pour certaines, certaines oui, peut-être pour certaines personnes non. Donc je pense que repérer uniquement la consommation, la substance, que ce soit du CBD, du cannabis avec THC, de l'alcool ou du jeu excessif, voilà, il faut repérer la situation de vulnérabilité de manière générale et puis peut-être agir là-dessus. Mais je parle sous contrôle des spécialistes de l'intervention précoce. Mais c'est un vrai débat et ça a été des grandes discussions à un moment donné parce que de manière pragmatique, il y a aussi des gens qui revendiquaient finalement une interdiction des 16 ans comme l'alcool. En se disant on ferait une entrée en consommation de 16 à 18 ans avec des taux de THC beaucoup plus légers, voire même moi j'ai participé à des grémiums où on disait dès 14 ans. Alors vous imaginez que vendre le discours politique à 14 ans, moyen, mauvaise idée, 16 ans avec un parallélisme fait sur l'alcool, d'un point de vue politique, le risque il était aussi grand et la question des 18 ans elle n'est pas inintéressante parce qu'en fait, on l'a vu et Maxime l'a brièvement évoqué, au Canada, le modèle où il y a vraiment cette interdiction mineure, on voit qu'il y a un réel impact en fait de diminution sur la question des mineurs. Et puis pour reprendre un peu ce que dit Maxime, c'est vrai que quand on parle de repérage, d'intervention précoce, on s'intéresse à la situation de vulnérabilité dans son ensemble et pas à la relation uniquement au produit. Et ça, je pense que ce sera important de rappeler aussi sur ces questions-là. Mais c'est sûr que cette question-là d'effet un petit peu panique va arriver, on le voit d'ailleurs dans les parlementaires qui se sont opposés à ces questions-là. Souvent, ça reste des arguments très idéologiques et peu scientifiques. Encore récemment, il y avait à Forum un soir, quand la commission a communiqué l'entrée en vigueur, certains parlementaires, souvent valaisans, c'est peu orienté sur les données probantes, leurs propos. Et pour la question du drug checking aussi, il y a de plus en plus d'analyse des substances. Elle est interdite aux mineurs. Et on sait pragmatiquement que la consommation de THC, plus le taux de THC est haut, plus c'est dangereux. Et en plus, il y a du THC synthétique, c'est aussi extrêmement dangereux. Et la population qui se tourne plus vers ça, c'est les mineurs, les jeunes. Donc eux devraient justement avoir accès à du drug checking pour qu'on leur dise ok, consomme peut-être. Ma foi, on n'a aucun. Tu as l'air d'avoir choisi de consommer, mais fais attention, là ton cannabis que tu as pris a du THC synthétique et tu risques d'en mourir. Peut-être consomme du cannabis non synthétique à un taux de THC faible, et puis engager un dialogue comme ça. On trouve intéressant d'aborder ça aussi pour les collègues du résidentiel, parce que pour vous, ça va aussi être des gros enjeux, du moment que ces notions-là vont être régulées dans le résidentiel, comment appréhender ces questions-là. Et c'est vrai que c'est tout un bouleversement, et de nouvelles pratiques qu'il faudra remettre en question, et travailler avec cette complexité, ça va être en tout cas passionnant, ça c'est sûr. D'autres questions? Vous êtes achevé, c'est ça? Bon, on va clore alors. Je tiens vraiment à vous remercier pour cette belle journée, un grand merci. Donc on a essayé de thématiser cette question de l'intervention précoce. Déjà encore un grand merci à Kim pour ta brillante présentation de ce matin. Je pense qu'il nous a permis de bien poser un peu les bases de ce concept. Et l'idée vraiment, ça avait été de voyager à travers ces âges dans un premier temps, puis ensuite ces trajectoires et cette question du monde du travail. J'espère que vous repartez un petit peu nourris sur ces questions. L'idée, c'était d'ouvrir beaucoup de portes aujourd'hui. C'est des choses qui nous tiennent à cœur avec Addiction Vallée, mais avec d'autres institutions, notamment Promotion Santé Vallée et autres, de pouvoir reprendre un petit peu tout ça. On doit un peu mobiliser les ressources sur ces questions d'intervention précoce. On voit la nécessité et la plus-value qu'elle amène. Je tiens à vous remercier, vous souhaiter une bonne soirée, un bon retour chez vous. Merci.